Madame Manon Aubry qui vient d'entrer dans un studio que je remercie. J'étais content d'ailleurs, je disais à l'antenne tout à l'heure que j'étais content de l'échange qu'on a eu l'autre jour. Vous sortez du studio en disant merci, c'est intéressant, on peut discuter, etc. Et après je vois vos tweets et vous dites du mal de moi, donc ça m'a fait de la peine. Je dis pas du mal de vous, si, je vous confronte avec une forme de journalisme que vous avez tout à fait le droit d'avoir. Mais moi, Non, mais je soulignais que vous disiez pas la même chose en studio que sur les réseaux sociaux. Je crois que notre échange avait été assez animé, respectueux mais animé, et que je pense quand vous nous rendez responsables entre les lignes de délits aussi graves que d'un viol. Bon, on va pas refaire la discussion. Voilà, de on va pas refaire le débat. Bon, on a eu un désaccord acté sur le sujet. Bon. Vous voyez, ça m'empêche pas de revenir et de le dire avec le sourire. Exactement, et puis vous me direz ce que vous pensez. Par exemple, hier, je vous ai pas vu à côté de Jean-Luc Mélenchon, mais j'ai vu Rima Hassan. J'étais sur des plateaux télé. J'ai pas encore le don d'ubiquité. J'ai vu Rima Hassan. J'ai pas ce pouvoir-là. Quelle est la particularité de Rima Hassan lorsqu'elle est à côté de Jean-Luc Mélenchon? Elle est députée européenne, comme moi. Mais oui, mais elle n'est pas, que je sache, elle n'était pas candidate hier aux législatives. Non, mais vous savez, moi aussi, j'étais pas candidate aux législatives et j'ai fait le tour des plateaux télé hier. En réalité, pour être tout à fait honnête avec vous, Pascal Praud, hier, les principaux responsables politiques de la France Insoumise étaient sur les plateaux télé. C'est mon cas, toute la soirée, vous sautez dans le plateau télé. Hassan, on en parlera tout à l'heure. Mais il y a Salem je vois qui est là. Vous réduisez ces élections législatives à Rima Hassan à l'heure où l'extrême droite risque d'arriver au pouvoir. C'est un peu réducteur, si vous me le permettez. J'ai pas de problème à défendre Rima Hassan, mais je pense là, dans ce débat entre deux tours, on va avoir un débat projet contre projet. Je suis d'accord avec vous, mais bon, alors projet contre projet, ça m'intéresse. L'extrême droite, manifestement, le côté moral ou les critiques de l'extrême droite n'existent pas ou n'existent plus pour une raison simple, c'est que personne, au fond, en France, pense que le Rassemblement national soit d'extrême droite. Et moi, j'attends encore qu'on me dise en quoi il est d'extrême droite. En revanche, on peut contester tout à fait son programme sur bien des choses comme sur la France insoumise. Mais l'extrême droite, ça a été défini une fois pour toutes. Ou alors, il faut refaire tous nos manuels à Sciences Po et de droit constitutionnel que nous avions. Mais Salem est là. Salem veut parler. Je répondrai après. Bien sûr, vous avez le droit. Salem, c'est à vous. Je vous donne la parole, Salem. Oui, alors votre analyse et peut-être des questions pour Madame Aubry ou pour, que sais-je, autre chose. Pour moi, il m'a demandé pour qui je votais déjà. Voilà, premièrement, je vous l'avais demandé parce qu'elle ne m'avait pas répondu, c'est tout à fait normal, vous êtes journaliste. Maintenant, moi, je vais vous répondre. J'ai voté les Verts parce que je ne savais pas pour qui voter, pour être honnête avec vous. Il n'y a plus personne qui tient prise. Il n'y a qu'un seul truc, c'est qu'on oublie, depuis tout à l'heure, je vous entends parler là, mais le RN qui passe, ouais, c'est bien bon. Bah, de toute façon, Pascal, je vous en ai déjà parlé sur une fois, je vous avais appelé pour autre chose, pour vous dire que moi je suis né ici en France, mais en réalité ici je suis un sale machin, bref, on va pas le répéter, et là-bas, soi-disant, dans nos pays numéro 2, je suis un sale français, donc des deux côtés, je ne sais plus où j'habite, moi. Mais, par contre, on oublie juste un truc, on est en train de rigoler, on est en train de se faire quand je dis des blagues, quand je vois les médias, comment ça raconte, ils aiment bien mettre la pression, faire peur aux Français. Oh oui, attention, le RN, le si, non, c'est bon, ils se sont dédiabolisés. Mais on a oublié simplement qu'on a peut-être 20, 25, 30% de petits cons. De petits cons qui vont pas comprendre, où on leur a buriné la tête, comme quoi le RN c'est des gens méchants, ils vont nous envoyer dans les pays des patatis, des patatas, si vous vous souvenez, Pascal. Je vous avais dit que moi je suis dans le monde du transfert d'argent. Western Union, MoneyGram, RIA, bref, on a déjà parlé. Vous savez que Western a collé un procès presque à l'État français parce qu'ils ont les boules que le RN va passer. Donc tout ça en réalité va engendrer une merde pas possible chez nous. Ça ne suffit pas déjà dans quelle merde on est avec 3000 milliards de dettes. Pour qu'on puisse se casser la tête, allez, on vote le Front National et ils sont jamais passés au pouvoir. On va avoir un soulèvement du pays, des guerres civiles comme on n'a jamais vu. Et notez-le bien, Pascal. Oui, je vous le répète, vous allez voir ce bordel qu'il va y avoir. Tout ça parce qu'on essaie de dépoliser. Bon, Salim, faire peur à la population française. Salem, on essaie de leur dire j'ai compris. Salem, je vous interromps parce que bon, moi ça m'ennuie toujours de parler de ce qui va se passer parce que personne ne le sait, ni vous ni moi. En revanche, je pense pas qu'on ira dans une guerre civile dans ce pays. Mais les projections sont toujours très compliquées à imaginer. On avait dit qu'il se passerait cette nuit des débordements. Arrivé, il n'y en a pas. Je pense que les Français, ils acceptent le verdict des urnes. C'est ça la vérité. Quel que soit le verdict des urnes. Et que si dimanche prochain, le Rassemblement national est en tête ou a une majorité absolue, je n'imagine pas la France insoumise descendre dans la rue, en tout cas le lendemain, pour contester le verdict des urnes. Je
pense qu'il y aura peut-être des mouvements sociaux ensuite, c'est bien normal, qui contesteront ces mouvements sociaux et la politique du Rassemblement national. Mais j'ai envie de dire, vous savez, comme on sort de 7 ans de mouvements sociaux ininterrompus, ça ne changera pas grand-chose. Entre les gilets jaunes et la réforme des retraites, ça ne changera pas grand-chose. Il est 12h14 et Madame Aubry est avec nous, vous allez pouvoir l'interroger. Et surtout, elle va pouvoir parler et dire ce qu'elle souhaite. À tout de suite. Pascal Praud et vous, de 11h à 13h sur Europe 1. Bon, Manon Aubry, merci d'abord d'être avec nous et ça va être intéressant d'écouter votre analyse. J'observe 2 ou 3 choses. Les partis de gauche aux élections européennes avaient fait 31-32. Europe Écologie Les Verts, PC, PS, Glucksmann, etc. Là, vous faites 28, simplement. C'est-à-dire que réunis, vous faites un peu moins que tous les partis de gauche réunis. 28%, c'est un score incroyablement faible de la gauche en France. Quelle est votre analyse ? Le taux de participation a augmenté entre les élections européennes et les élections législatives. Et ce qui est intéressant à comparer, c'est l'évolution entre 2 scrutins similaires, 2 élections législatives. Et en 2022, la NUPES fait 26%. Là, le nouveau Front populaire fait 29%. Donc on progresse en pourcentage et on progresse aussi en voix, puisque en 2022, on a fait 5,9 millions de voix. Et là, on a fait 9 millions de voix. Donc on progresse en termes de voix. Par contre, là où je vous rejoins, c'est que je pense qu'on n'est pas au maximum de la mobilisation de l'électorat de gauche. Au présidentiel, en 2022, l'ensemble des candidatures de gauche ont fait 11,2 millions de voix. J'ai regardé ça ce matin parce que c'est intéressant, ça nous dit quelque chose de la marge de progression potentielle en valeur absolue de personnes qui ont voté pour un candidat de gauche au présidentiel en 2022 et qui ne sont pas nécessairement revenus voter tout court à ces élections législatives, même si on a un taux de participation historique. Et c'est pour ça que je veux m'adresser à ce peuple de gauche au sens large, à toutes celles et tous ceux qui ont voté à un moment dans leur vie à gauche et qui sont sensibles aux questions de partage des richesses, aux questions d'agir contre le réchauffement climatique, de réformes institutionnelles pour redonner du pouvoir au peuple. Bref, tout ce que sont les fondamentaux de la gauche, de leur dire que c'est le moment ou jamais de vous mobiliser parce que le nouveau Front populaire est le seul à pouvoir incarner une alternative, à barrer la route au Rassemblement national. On sait, le 8 juillet, Gabriel Attal ne sera plus Premier ministre. Ils ont perdu, c'est fini. Donc ça va se jouer entre le nouveau Front populaire et le Rassemblement national, raison pour laquelle il faut une mobilisation la plus large possible du nouveau Front populaire. 28%, je disais, c'est assez faible. Je regardais le poids de la gauche dans les dernières élections législatives. En 2012, par exemple, lorsque François Hollande est élu, 2012, contre Nicolas Sarkozy, la gauche est à 42%. 42% aux élections législatives. Elle est à 28 aujourd'hui et c'est un score historiquement bas, je le disais. Là où ce que je vous disais, c'est que c'est intéressant de regarder sur le temps long et je conteste absolument pas ces chiffres, mais on va pas se cacher, le quinquennat de François Hollande a fait beaucoup de mal à la gauche et depuis, on a repris notre petit bâton de pèlerin pour aller reconquérir notamment les classes populaires. On est loin d'avoir achevé ce travail, je suis d'accord avec vous, mais on est en progrès par rapport à 2022. Et je pense qu'il y a encore un chemin pour la victoire. Il est sinueux, il n'est pas facile, mais je veux le dire à toutes celles et tous ceux, votre auditeur qui avait voté écologiste et qui a sans doute le cœur à gauche, toutes celles et tous ceux qui nous écoutent et qui ont un peu l'estomac noué ce matin et qui se disent dans quelles mains on va laisser le pays le 7 juillet prochain, il est encore possible pour le nouveau Front populaire de l'emporter. Mais pour ça, il va falloir aller convaincre personne par personne, circonscription par circonscription, pour ouvrir un chemin d'espoir. Bon, vous dites François Hollande a fait beaucoup de mal à la gauche. J'observe qu'il est dans votre alliance. Oui, mais sur le projet du nouveau Front populaire, ça vous a pas échappé non plus. Bon, il est aussi dans l'alliance. Bon, alors parlons de Jean-Luc Mélenchon. Parce que c'est intéressant ce qui s'est passé hier soir. Jean-Luc Mélenchon, d'abord, a pris la parole très tôt, à 20h10. Et 20h15. Oui, à 20h15. Et il a pris la parole en premier, quasiment. Et c'est lui qui a pris la parole, alors qu'on pourrait imaginer que ce soit M. Bompard qui menait la campagne législative, puisque lui se présente, alors que M. Mélenchon ne se présente pas. Et puis, il était à côté de Rima Hassan, qui n'est pas candidate. Bon. Il se trouve que Rima Hassan, pour beaucoup d'électeurs de gauche, et Jean-Luc Mélenchon aussi, mais particulièrement Madame Hassan, c'est un repoussoir. Je termine juste, c'est une question. C'est un repoussoir. Et c'est un repoussoir pourquoi ? Par exemple, la semaine dernière, Madame Hassan a publié sur les réseaux sociaux ce qui est une fake news. Israël a des chiens entraînés
pour violer des Palestiniens dans les centres de détention. C'est ce qu'a été la semaine dernière, lundi dernier. Il se trouve que Rima Hassan est plutôt considérée pro-Hamas. Non, c'est faux. C'est faux, monsieur Pro. En tout cas, elle est souvent perçue comme ça. En tout cas, elle souhaite la destruction. Elle ne souhaite pas la destruction d'Israël. Si je peux me permettre, on a en direct un test grandeur nature de comment l'extrême droite peut arriver au pouvoir. Mais je termine ma question parce que je voulais vous poser ma question. Sont disséminées des informations qui sont fausses à notre égard et qui sont de la calomnie. Elle n'a jamais été... a des chiens entraînés pour violer des Palestiniens. Vous avez dit qu'elle est considérée comme un soutien du Hamas. C'est faux. C'est faux. Elle a condamné les actions du Hamas et même plus loin. Elle dit même que le Hamas trahit le peuple palestinien, ce avec quoi je suis profondément d'accord. Et pour en revenir à votre premier point sur Jean-Luc Mélenchon, parce que je comprends qu'il soit au centre des attentions. La question, parce que je n'ai pas posé la question. Mais permettez-moi de vous reprendre sur les éléments qui sont factuellement faux. Écoutez, Rima Hassan a dit Israël a des chiens entraînés pour violer des Palestiniens dans les centres de détention. C'est une fake news ou pas ça ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Rima Hassan a dénoncé toutes les horreurs commises par l'armée. Israël a des chiens entraînés pour violer des Palestiniens dans les centres de détention. Ce que toutes les organisations des Nations Unies, toutes les organisations des droits humains dénoncent à ses côtés. Madame Aubry, lundi dernier, Rima Hassan a écrit, je le répète, pour la troisième fois. Mais oui, mais vous répondez pas, vous condamnez pas de diffuser des fake news. C'est quand même quelqu'un qui est dans votre parti. C'est une fake news. Ce n'est pas vrai. Que la fake news, c'est le fait que vous ayez dit à l'instant qu'elle soit un soutien du Hamas. C'est une fake news, monsieur Pro. En revanche, est-ce que, et certains se posent cette question étonnante d'ailleurs, est-ce que Jean-Luc Mélenchon souhaite au fond la victoire du Rassemblement national et ne souhaite surtout pas avoir le pouvoir et veut imaginer, pourquoi pas, le chaos et une révolution en France? Franchement, rien que le fait de poser cette question est problématique. Parce que toute la vie politique, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord avec Jean-Luc Mélenchon, c'est la démocratie. Mais toute sa vie politique a été consacrée précisément à construire une alternative à l'extrême droite, dont on sait le danger pour notre pays. Et je vais vous le dire, parce que la question de la victoire ou de la défaite de l'extrême droite, c'est une question de survie pour des millions de gens. Pour des gens racisés, pour des gens d'origine étrangère, pour les LGBT, pour les droits des femmes. Les droits de toutes ces populations-là, ça représente des millions de gens dans le pays. L'extrême droite va s'y attaquer. Et Jean-Luc Mélenchon a pleinement conscience que c'est les droits de ces gens-là qui sont en question. Et il n'a pas hésité une seconde, il l'a dit lui-même, à jeter la rancune à la rivière vis-à-vis des organisations de ce qui constituait la NUPES pour se retrouver le plus rapidement possible et pour être en capacité d'ouvrir ensemble un chemin d'espoir pour permettre à la gauche de gagner. Notre vie tout entière, à nous toutes et à nous tous, est dédiée, notre combat politique, au fait non seulement de barrer la route à l'extrême droite, mais d'ouvrir un chemin d'espoir. Donc je ne vous laisserai pas faire le procès à Jean-Luc Mélenchon. C'est une question que je vous posais. Oui, mais vous dites... Elle est dans le débat public, cette question, vous le savez bien. C'est une question qui est autant une affirmation. Vous demandez, non, elle est dans le débat public. Est-ce qu'il n'a pas envie de, finalement, laisser gagner le Rassemblement national? Mais pardon, elle est dans le débat ceux qui ont ouvert un chemin, j'ai envie de dire, c'est pas un chemin, c'est une autoroute à l'extrême droite, ce sont les macronistes. En prenant des pans entiers du programme du Rassemblement national, comme la préférence nationale, en l'inscrivant dans des lois comme la loi immigration, ce sont eux qui ont ouvert le chemin de l'extrême droite. Et ce matin encore, quand ils renvoient dos à dos, j'ai entendu Bruno Le Maire, moi aussi ça m'a glacé le sang, qu'il renvoie dos à dos la France insoumise, c'est-à-dire la gauche de notre pays, avec l'extrême droite, à l'heure où l'extrême droite est peut-être à 5 jours d'accéder au pouvoir. Franchement, je vous le dis, c'est insupportable. Et c'est d'autant plus insupportable pour les gens qui vont subir les premiers. Mais il y a 35% des gens qui ne sont pas d'accord avec vous en France et qui ne pensent pas que c'est l'extrême droite. Ça laisse un bon 2 tiers. Ça laisse un bon 2 tiers qui ne sont pas d'accord avec les politiques d'extrême droite. Vous savez, je respecte la démocratie. On va marquer une pause. Mais je vais me battre avec les arguments. Avec, oui, l'arme des arguments. Et l'arme des arguments, c'est ce qu'on a de plus fort. Et je pense que l'histoire jugera les macronistes pour avoir ouvert non seulement ce boulevard, mais aussi d'avoir livré des millions de personnes dans notre pays. J'entends bien, mais ce discours moral ne passe plus parce que personne ne pense ça. Je pense qu'il passe, il y a quand même 29% des Françaises et des Français qui ont voté pour le nouveau Front Populaire, il faut aussi les respecter, monsieur. Mais vous avez parfaitement raison, moi je pense qu'il faut attaquer le Rassemblement National projet contre projet, mais d'expliquer que l'extrême droite est en gros fasciste, raciste, etc. Elle est raciste, monsieur Pro, elle l'est. Mais j'ai pas de problème à parler aussi des questions sociales, puisqu'ils ne défendent pas non plus
les droits des travailleurs, il s'oppose à l'augmentation du SMIC, il s'oppose au blocage des prix, il s'oppose à la taxation sur la fortune. Oui, le Rassemblement national est une arnaque sociale. Alors ça, c'est intéressant et vous avez tout le temps pour exposer votre projet. À tout de suite. 12h35. Europe 1, Pascal Praud. Droite-gauche, le retour. Si je devais faire un titre de ce qui s'est passé hier soir, je pourrais dire ça. Manon Aubry est avec nous, elle va pouvoir échanger avec un auditeur. Alors, ce qui m'a quand même frappé, il y a 2-3 choses qui m'ont frappé et votre analyse, cette fois politique, m'intéresse, Manon Aubry. D'abord, le sursaut de la politique. C'est vrai. Et là, vous pouvez remercier le Front National ou le Rassemblement National. Parce que qu'on soit pour ou contre, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, bien souvent, des gens se sont déplacés, soit pour être contre le Rassemblement National, soit pour être pour. On peut imaginer. Pour la gauche aussi. On peut imaginer en tout cas qu'il soit... Je pense qu'il y a un vote aussi d'enthousiasme et de cœur pour la gauche. Je souffrais qu'il y a des gens qui s'y sont allés avec... Oui, mais bon, je pense que la détestation du RN est forte. Non, mais il y a un truc particulier, chez moi, où je le vois aussi comme un signe vraiment positif. Traditionnellement, le découpage du taux de participation en fonction de l'âge est assez sidérant. De manière résumée, les personnes âgées votent beaucoup plus, 2 à 3 fois plus que les plus jeunes. Et là, il y a une mobilisation de la jeunesse aussi qui est intéressante. Et j'espère qu'ils vont prendre cette habitude civique d'aller voter. Puisqu'ils sont venus beaucoup pour la première fois voter, j'espère qu'ils reviendront voter à toutes les élections et que ça va transformer notre rapport aux politiques et à la démocratie. Et là où je vous rejoins, c'est que tout le monde en sortira gagnant. Bon, deuxième chose, et ça c'est très très intéressant, c'est peut-être le plus intéressant, c'est la fracture géographique. C'est-à-dire que dans les métropoles, j'ai regardé Nantes, 5 circonscriptions, les 5 vont basculer à gauche. Paris, je n'en parle pas, c'est un raz-de-marée. C'est-à-dire que M. Delogu, Mme Sandrine il est à Marseille, Rousseau... M. Delogu. M. Delogu, c'est Marseille. Oui. Mais M. Émeric Caron, c'est Paris. Mme Rousseau, c'est Paris. Sarah Legrain, mais Mme Obono. Tout ça, c'est... Aussi. Mais avec 55, 60, 65. Très largement, oui. Très largement. Alors, comment vous expliquez ça? Parce que ça, c'est une analyse de fond. Pourquoi toutes ces villes... Ces métropoles où c'est dur d'ailleurs, parfois la sécurité, il y a des problèmes de sécurité en ville. Il y a des problèmes de pouvoir d'achat. C'est plus dur de vivre à Paris, bien souvent qu'ailleurs. Ça coûte plus cher. Et comment vous expliquez que... Peut-être qu'il y a aussi la reconnaissance du projet porté par le nouveau Front Populaire, qui est à la fois le plus à même de répondre à ces urgences sociales que vous évoquez, au coût de la vie, avec l'augmentation des prix. Et nous, on propose des choses assez simples, comme de bloquer les prix des produits de première nécessité. C'est une divergence majeure. On en discutait hors antenne avec les macronistes et l'extrême droite, qui, de ce point de vue-là, sont d'accord. De la même mesure, quand on propose d'augmenter le salaire minimum à 1 600 € net, ça fera la différence pour des millions de gens qui peinent à joindre les deux bouts dans ces quartiers où le coût de la vie est très cher et il est difficile de survivre. Et puis, je pense qu'il y a aussi un élément de vote... Ça m'a frappé, il y a plusieurs gens qui m'ont dit hier qu'ils ont voté pour leur dignité. Au-delà des propositions politiques, c'était un vote pour leur dignité parce qu'ils se sentaient attaqués dans leur dignité humaine. Et là, je ne fais que rapporter leurs mots, qui seraient évidemment les plus à même de dire. Pourquoi plus à Paris que dans la France périphérique ? Peut-être parce qu'il y a plus de personnes racisées qui sont aussi dans ces quartiers populaires et qu'il y a une mobilisation des quartiers populaires qu'ils subissent dans leur propre chair et de manière intime le risque et le danger du Rassemblement national. Et il y a eu non seulement des très bons résultats dans ces endroits-là, mais il y a eu aussi un énorme surplus de mobilisation. Je n'ai plus le chiffre final en tête. Par exemple, en Seine-Saint-Denis, je crois que c'est quasiment x2 en participation, qui explique d'ailleurs pourquoi la plupart de nos élus sont élus au premier tour en Seine-Saint-Denis. Et c'est la preuve qu'il y a une France qui n'est pas résignée, en fait. Et le lendemain d'une élection comme celle-là, vous avez le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Et j'ai envie de donner un peu d'espoir aux gens qui nous écoutent, parce qu'il y a le verre à moitié plein de millions de Françaises et de Français qui ne sont pas résignés à l'idée de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir et qui se sont mobilisés, certains pour la première fois. Hier, j'étais place de la République. Il y avait beaucoup de jeunes aussi, c'est pour ça que je parlais de la jeunesse. Il n'y avait pas beaucoup de drapeaux bleu, blanc, rouge. Non, il y en avait en plus. Il y en avait. J'ai vu des journalistes qui ont dit ça, mais regardez bien les images, il y en avait. Il y en avait, et vous savez, nous, on a des drapeaux bleu, blanc, rouge dans tous nos meetings, donc j'ai aucune difficulté là-dessus. Et ce qui m'a frappé, mais il y avait vraiment des drapeaux, effectivement, parfois palestiniens, il y avait des drapeaux algériens. Monsieur Pascal Promet. Je veux raconter ce qui s'est passé hier soir, place de la République, parce que ça m'a vraiment saisi. Il y a plusieurs jeunes, et notamment des jeunes femmes, qui sont venues me voir et qui se sont mises à pleurer en me serrant dans les bras.
Et vous voyez, en vous racontant cette histoire, j'ai encore un peu la chair de poule et qui m'ont vraiment supplié et qui m'ont dit mais nous abandonnez pas, on est paniqués et on sait pas quoi faire. Et c'était, je sais pas quel âge elles avaient, je leur ai pas demandé, probablement 18, 20 ans, c'était leur premier vote. Et j'ai envie de leur dire, je sais pas si elles m'écoutent aujourd'hui ou si elles se reconnaissent, mais j'ai envie de leur dire que c'est pour elles qu'on va se battre. C'est pour elles qu'on va se battre et vous savez, après, c'est 3 mois de campagne d'élection pour les élections européennes, c'est 3 semaines de campagne express pour les législatives. On est sur les rotules, on est épuisé, mais pourtant, on va jeter toute notre énergie, toute notre détermination pour aller gratter voix par voix, circonscription par circonscription, et avoir le meilleur résultat possible dimanche prochain, et en particulier pour ces jeunes filles-là qui avaient le cœur lourd. Je veux leur dire que nous, on va se battre avec détermination, avec la rage au ventre, mais aussi l'espoir au cœur, et c'est à cet espoir que je m'accroche ce matin. Eh ben merci en tout cas Manon Ambry. Merci à vous, Pascal Praud. Merci d'être venue. Vous êtes députée européenne et membre de la France Insoumise, et c'était intéressant de vous écouter à 12h41. Qu'est-ce que nous faisons à présent ? Et j'interroge notre ami, est-ce qu'on parle politique ou est-ce que vous voulez parler un peu de football ? Parce que l'équipe de France, par exemple, affronte la Belgique en 8e de football à l'Euro. Allez, la France. C'est vrai. Ah ben, vous aimez le football ? Vous aimez, alors ça, c'est un point commun qu'on a tous les deux. Vous aimez le sport. Vous savez que j'aime le sport. Mais oui. Moi, je voudrais être ministre des Sports. Voilà, c'est vrai ? Mon coming out. Non, Oui, mais alors si vous êtes ministre, alors ça c'est intéressant parce que au-dessus de 400 000 €, vous les virez tous, ils vont pas être contents. Hein. On va pas les virer tous, mais ils resteront pas, par exemple. Vous voyez ça, mais non. Parce que mais pourquoi vous dites si ? Non, en fait. Quand on a fait, pourquoi vous dites si ? Je vous réponds. Si, impératrice. L'impôt de solidarité sur la fortune, quand il existait, vous savez le taux de pourcentage qu'il y avait de fraude fiscale, c'était 0,1%. 99,9% des personnes qui étaient assujetties à l'ISF le payaient notamment parce qu'il y avait ce qu'on appelle une exit tax pour faire en sorte que les gens ne quittent pas. Donc rassurez-vous, il y aura des sportifs dans notre pays. Mais pas au-dessus de 400 000 €, ils partiront. Non, ils paieront leurs impôts. Et d'ailleurs, vous avez peut-être vu qu'un certain nombre de footballeurs ont même appelé à voter pour le nouveau Front Populaire. Donc, je vais prendre l'exemple de Marcus Thuram. Qui a appelé à voter contre le Rassemblement National. C'est un bon exemple. Et c'est pour ça que c'est passionnant. Marcus Thuram, on va prendre 2 cas. Il gagne 7 millions d'euros par an. Donc, ces 7 millions d'euros par an, s'il est en France, à Paris, comme au-dessus de 400 000 €, vous prenez 90%, il lui reste peut-être 600 ou 700 000 €, nous sommes d'accord ? Et s'il joue à Milan ou avec le système d'aujourd'hui, il lui reste dans la poche 3,5 millions d'euros. Vous croyez que, pour vos beaux yeux, il va rester en France avec un taux marginal de 90%? Que Marcus Thuram a très clairement appelé à voter contre le Rassemblement National. Donc c'est bien la démonstration. Je suis triste parce que vous ne répondez jamais à mes questions. Si, que les intérêts de la dignité humaine soient bien supérieurs au fait d'aller taxer les plus riches. Oui, mais les Français, nous, on taxera. Vous savez, c'est ce que font les États-Unis. Ils taxent les gens en fonction de leur nationalité. Si vous êtes américain et que vous allez en France, alors en l'occurrence pas forcément en France, mais au Luxembourg, vous payez moins d'impôts, vous payez la différence. Vous irez le taxer en Italie, Marcus Thuram ? Bien sûr. Et il le sait. Et vous voyez très bien que Marcus Thuram, il sait très bien que la question de l'unité du peuple français et de la dignité humaine est bien supérieure. Parce que des gens comme Marcus Thuram, il y en a plein, Kylian Mbappé, etc. C'est des gens Kylian Mbappé, vous savez combien il gagne c'est des gens qui ont grandi dans les quartiers populaires. Donc il est prêt à donner 50 millions d'euros par an. C'est des gens qui ont grandi dans les quartiers populaires. Ils savent plus que jamais. Vous connaissez mal les hommes ou les femmes, chers... Vous voyez très bien que entre un projet qui divise et qui fracture la société et le projet du nouveau Front Populaire qui vise à l'unir, le projet du Front Populaire l'emporte pour eux et je leur suis reconnaissante. Et puisque vous parlez de sport, le sport c'est quand même pas que le foot. Il y a aussi des millions de sportifs amateurs qui eux ne gagnent rien du tout. Vous avez raison. Et je sais de quoi je parle parce que j'en fais partie et je ne suis pas payée pour jouer au water-polo. Écoutez, ça, alors vraiment mais tant mieux d'ailleurs. Ils ont une noblesse formidable ces gens-là parce que je pense que notre ami Mbappé, il doit gagner au bas mot 100 millions d'euros. Donc si effectivement, avec la France insoumise qui passe, il accepte de passer de 100 millions d'euros à, en gros, 1 million d'euros, parce qu'avec un taux marginal de 90%... Non, ça fera beaucoup plus que ça. Il continuera à gagner beaucoup d'argent. Rassurez-vous. Pas à 90% de taux marginal. Pascal Praud, que tous les gens qui nous écoutent là, et qui sont eux en train de galérer à finir leur fin de mois. Je pense qu'ils sont prêts à taxer un peu plus Kylian Mbappé, qui...
sera toujours un formidable capitaine de l'équipe de France qui, j'espère ce soir, va gagner contre la Belgique. Mais tout le monde peut comprendre qu'il s'agit de redistribution des richesses et Kylian Mbappé le premier. 12h44. Allez, cette fois-ci, je vous laisse vraiment je vous remercie, parce que là, on est quand même... Mais non, mais attendez, tout est intéressant. Au plaisir. Merci beaucoup, Madame Aubry. C'était un plaisir. Bon, du coup,